Bien, je vous propose peut-être de passer à la seconde partie de l'après-midi, si on veut vraiment avoir le temps d'entendre la restitution des différents ateliers. Donc, Monsieur Nord, je vous propose de nous rejoindre officiellement à la tribune avec Roby Jude, que je vais vous laisser présenter. Alors, puisque nous nous acheminons peu à peu vers la conclusion de ces états généraux, il nous a paru utile de désigner un volontaire. C'est Roby Jude qui a bien voulu assumer ce rôle difficile. Il est chargé de mission au sein du commissariat général à conseiller au sein du commissariat à l'année des Outre-mer. Il a donc bien voulu accepter, en notre nom, de proposer tout à l'heure, lors de la cérémonie de clôture, une synthèse dont il nous dira lui-même tout à l'heure qu'elle sera nécessairement schématique, fragmentaire, et je crois qu'il réclamera notre indulgence en la présentant, parce qu'il est très clair qu'en un quart d'heure, il ne pourra aucunement résumer la richesse des débats dont nous avons été à la fois les acteurs et les témoins tout au long de ces 2 journées. Mais avant d'en venir à cette cérémonie de clôture, qui commencera donc à 18h au Théâtre de l'Ancre, heure à laquelle le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, nous rejoindra, nous serons contraints d'interrompre nos travaux à 17h, il nous a paru utile, une dernière fois, si je puis dire, de confronter les principaux enseignements que nous aurons pu retirer de ces états généraux. Alors, nous nous sommes donné une petite règle du jeu. Elle consiste à inviter les modérateurs des différents ateliers à venir à la tribune. Ils ne viendront pas tous ensemble à la tribune, ils viendront à la tribune thématique par thématique. Et nous allons les inviter à nous dire en quelques mots, pour bien nous assurer que nous n'oublions rien d'essentiel, pour permettre à Roby Jude de nuancer, le cas échéant, la synthèse qu'il nous présentera. Donc de nous dire en quelques mots les principaux enseignements, les idées forces ou les propositions concrètes les plus spectaculaires ou les plus fortes qu'ils auront retirées des ateliers qu'ils auront été chargés d'animer. Voilà, alors Roby Jude sera dans le rôle difficile et ingrat du secrétaire en quelque sorte, car il a préparé grâce au rapport des rapporteurs, précisément. Ce n'est pas terminé. Des éléments de synthèse, ça n'est pas tout à fait terminé, même. Et donc il restera à la tribune. On va peut-être s'installer au bout de la tribune. Et puis nous allons demander aux modérateurs, 3 par 3, de venir nous dire ce qu'ils auront, pour l'essentiel, retiré de ces états généraux. Et puis, on essaiera de prévoir 5 minutes après chaque présentation de thème, chaque thématique, 5 minutes de dialogue avec la salle pour que vous puissiez réagir à ces propositions et dire attention, mais il y a là quelque chose qui n'est pas formulé exactement comme nous le souhaiterions, ou bien je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel qui aura été oublié. Hein. Voilà, alors on va commencer par la première thématique, si vous le voulez bien, celle qui concernait les pratiques individuelles et les pratiques sociales, plurilinguisme, pratiques individuelles et pratiques sociales. Et je vais demander donc à Daniel Véronique, à Lambert Félix Prudent et à Valélia Mounitoke de me rejoindre à cette tribune. Là, peut-être une troisième chaise. Il manque. Allez, installez-vous. Installez-vous. On dispose de quelques minutes. Oui. Ou alors on peut descendre et les laisser. Comment ? Non. Installez-vous là. Il manque simplement une chaise, peut-être. Voilà.
Voilà, 3 minutes chacun. Hein. Et puis, on ouvre avec la salle. Donc, je vous demanderai, si vous le permettez, d'aller vraiment droit à l'essentiel, hein, ce qui vous paraît essentiel. Daniel Véronique. Bien, alors donc, en premier lieu, je vais être rapide, effectivement, comme c'est demandé. En premier lieu, je dirais, l'atelier a effectivement évoqué une question qui est venue de la salle tout à l'heure sur la reconnaissance des textes. Donc, je suis obligé de dire que notre atelier s'est posé la question, effectivement, de la ratification par l'État français d'un certain nombre de textes, comme cela a été dit dans la salle. Cette question est venue véritablement. Ensuite, dans les préconisations, on va dire plus concrètes, je n'en retiendrai que 2 qui m'ont beaucoup frappé. L'une qui concerne la valorisation des patrimoines linguistiques à plusieurs niveaux. D'une part, il a été dit, et je trouve que c'est une très bonne idée par rapport à l'école, qu'à l'école, dans le cadre de l'éducation civique ou dans le cadre du socle commun, une place soit faite à l'histoire des langues. Alors ces langues sont évidemment, on l'a dit à plusieurs reprises, tissées différemment dans les territoires, mais qu'une place soit faite à cette information sur les langues, que les élèves soient dans le fond initiés aux grandes lignes de l'histoire de leur langue et à la place que cette langue peut occuper. Ça, quand on dit langue, ça veut dire évidemment langue et culture. Dans le même temps, il est apparu, c'est lié à la même question, qu'une information était nécessaire auprès des parents. Il apparaît très clairement que les parents ne sont pas informés de la totalité des textes qui, dès maintenant, permettent, par exemple, d'organiser des enseignements bilingues. C'est apparu très souvent dans l'atelier. Donc, je dirais qu'il y a un désir d'information. Le deuxième trait qui m'a frappé pour notre atelier, donc lié à la territorialité, c'est un désir de savoir savant. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux là encore, à la fois qu'il y ait un travail de collectage qui est en cours, mais qui soit plus systématique, qu'il y ait un travail de mise en forme et donc de transmission, et que par ailleurs, il y ait, je dirais, un recensement, parce que des initiatives en matière de transmission des langues, parce qu'on voit bien que la situation est variée selon les territoires et que nous n'en avons pas une connaissance très précise. Donc c'est à la fois une demande, je dirais, en termes de connaissance, une demande en termes de connaissance et une demande en termes de diffusion. Voilà, c'est ce que je retiendrai essentiellement. Merci beaucoup, Daniel. Lambert-Félix Prudent. Oui, je crois qu'on était dans la dimension de la légitimité, des rapports de force et des marchés linguistiques. On a fait un tour sur les différences des situations. Il est clair qu'il n'y a pas un outre-mer français et que même quand on dit des outre-mer, il faut faire attention parce qu'évidemment, il y a des pays où j'ai envie de dire, le nombre de langues est incalculable. En tout cas, il est difficilement calculable. On a des difficultés à donner un chiffre global. Et il y a des situations où le nombre de langues est plus restreint. Je pense à Mayotte. Et puis, il y a les pays créoles où, pour la plupart, en tout cas pour la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique, et une partie de la Guyane peut-être, mais c'est là la question, le face-à-face est entre une langue créole et le français. Donc, à partir de ces différences de situation-là, de l'atelier débouche une question qui est celle de l'aménagement, et aménagement à 2 niveaux, des demandes qui ont été perçues, y compris lors de la restitution, comme étant essentiellement tournées vers l'État, mais je ne crois pas qu'il faille comprendre qu'on demande à l'État de donner, on demande à l'État de garantir un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a une demande essentielle d'organisation dans les différents pays, et il y a des pays où ça a déjà commencé d'ailleurs, un conseil de la langue, une institution de la langue, une institution des langues, une institution du plurilinguisme qui veille au respect des choses qui ont déjà été dites. Autrement dit, puisqu'on parle de légitimité et de rapport de force, notamment dans les pays créoles, que l'on ne se sente pas minoré dans sa langue, que l'on ne sente pas toujours le poids d'une autorité, notamment autour de l'école, et ça c'est le lieu de fixation, où des chefs d'établissement, des inspecteurs, des recteurs, des maîtres, des parents d'élèves
ont des attitudes un petit peu dérogatoires vis-à-vis de la langue et de la culture créole. Donc que l'État garantisse et protège. Ce n'est pas des demandes de sous, c'est des demandes de droit. Et ça n'est pas moins important. D'autre part, il y a d'une certaine manière une question de définition qui a ressurgi, toujours autour de cette question de légitimité, qui a ressurgi de manière transversale. Comment on appelle ces langues de l'outre-mer? À certains moments, on a dit langue locale. À d'autres moments, on a dit langue vernaculaire. À d'autres moments, on a dit des langues d'origine. Vis-à-vis de ça, on met le français. Peut-être qu'il faudra, là aussi, solliciter des aménageurs et des réflexions de tout le monde sur la manière d'appeler les langues et de les aider à accéder à une certaine dignité, à une certaine égalité dans leur dénomination et dans leurs usages. D'une certaine manière, on pourrait dire que le principe, c'était celui pour analyser les marchés, analyser les rapports de force et travailler à une certaine estime de soi, c'était une demande de métacommunication, qu'on puisse parler des langues. Et en ce sens, cette manifestation est déjà, à mon avis, essentielle. Merci beaucoup. Valélia Mounitoké. Alors, l'atelier qui s'appelait Langue, savoir traditionnel et savoir scientifique, le tout au pluriel, est parti d'un double constat. La première chose, c'est que les savoirs qui sont attachés aux langues des Outre-mer sont d'une très grande richesse, savoirs qui sont liés principalement à l'environnement, la faune, la flore, la pharmacopée, mais d'autres domaines ont été évoqués. Et donc, la très grande richesse de ces savoirs est malheureusement liée, c'est le second constat, à un déficit de légitimité qui est attaché. Et ce déficit de légitimité attaché à ces savoirs est malheureusement parfois entretenu par les locuteurs eux-mêmes qui ne sont pas convaincus de détenir des savoirs importants à transmettre et à partager. Les quelques préconisations qui ont été évoquées mettent l'accent sur l'intérêt de la formation des acteurs qui sont concernés par la transmission de ces savoirs, par exemple les savoirs liés à l'environnement. Il paraît important dans les politiques, par exemple, de préservation de l'environnement, de faire appel aux savoirs des populations locales pour penser ces choses-là. Donc les formations à l'interculturel, formation des personnels concernés. Et puis ce qui est ressorti aussi, c'est que le déficit de légitimité donc, de ces savoirs ne pourra être renversé que si les projets qui sont construits à partir de ces savoirs s'inscrivent sur un temps long, c'est-à-dire que les communautés concernées ont besoin aussi d'inscrire les projets liés à ces savoirs sur une perspective de long terme et que ces projets s'inscrivent donc dans un intérêt général bien compris. Il ne s'agit pas d'utiliser ces savoirs uniquement pour remédier à des situations problématiques, par exemple dans le domaine de l'enseignement, utiliser les langues d'origine ou les savoirs mathématiques, par exemple, qui sont attachés aux langues d'origine uniquement pour entrer ensuite du côté de l'enseignement des mathématiques dites traditionnelles, enfin justement pas traditionnelles, mais il faut inscrire l'utilisation de ces savoirs sur le temps long pour en permettre la véritable valorisation. Et donc, ce qui a été évoqué in fine, c'est la possibilité de continuer à faire vivre ces savoirs, c'est-à-dire non pas seulement les considérer comme un patrimoine à collecter puis à conserver dans un musée, mais bien en préserver la transmission et continuer à les faire vivre, par exemple du côté linguistique, en enrichissant aussi la terminologie des langues pour qu'elles puissent dire d'autres domaines de savoir justement que que les domaines qu'elles ont investis de façon privilégiée jusqu'à présent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a sur cette présentation des remarques complémentaires à faire que vous souhaiteriez formuler, qui se retrouveront bien entendu, sinon dans la synthèse qui sera présentée tout à l'heure, en tout cas dans le relevé de conclusions détaillées, bien sûr. Monsieur. Oui, dans l'un des ateliers, le tout premier qui a été indiqué, nous avions aussi émis l'hypothèse qu'il fallait aussi une réflexion sur la territorialité et sur le fait que chacun des territoires outre-mer était représenté, mais que chacun de ces territoires outre-mer avait aussi leur population qui, pour toutes les raisons que l'on connaît, qui vivent aussi sur un territoire plus vaste encore, qui est le territoire hexagonal,
à laquelle il n'est fait mention nulle part. Donc il est important aussi de faire, d'inscrire dans les revendications qu'il y ait une valorisation et une légitimité aussi du plurilinguisme, du multilinguisme sur ce territoire-là aussi. Voilà. Il y a là un point tout à fait important, je me permets de le commenter d'un mot. À la délégation générale à langue française et aux langues de France, nous disons souvent que le breton n'appartient pas seulement aux Bretons, le corse aux Corses et le créole aux créolophones. Ils sont le patrimoine de la nation tout entière, n'est-ce pas? Et c'est un principe constitutionnel. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est l'article 75.1 de la Constitution. Donc, sur cet aspect de déterritorialisation, en quelque sorte, des langues, je crois qu'il y a aussi un message à apporter, et vous faites très bien de le souligner. Madame Kanigui, Madame le conseiller général. Bonjour à tous. Alors en fait, j'entends bien le ministère de la Culture aujourd'hui parler et dire de manière, et je suis très contente d'entendre que les langues régionales, les langues d'outre-mer sont reconnues comme des langues de France. Et ça fait vraiment plaisir, mais il ne faut pas que ça reste au niveau du ministère de la Culture, il faut que ça aille à tous les niveaux de l'État et que, par exemple, l'éducation nationale, je prends un exemple, mais ailleurs, ben, s'imprègne vraiment de cette notion que les langues d'outre-mer sont des langues réelles et des langues de France. Et ça, c'est une demande. C'est vrai que ça a été dit un petit peu, on va ratifier les chartes, etc. Mais vraiment, on souhaite de tout cœur que ça aille dans tous les appareils de l'État et que ça ne reste pas uniquement au ministère de la Culture, que les langues des Outre-mer sont des langues de France. Pour ma part, oui, monsieur. Oui, merci. Donc, concernant les définitions justement donc des langues, vous avez parlé de langue locale, de langue régionale. Donc vous nous annoncez que l'article 75 de la Constitution stipule que les langues régionales. Par contre, les langues amérindiennes de Guyane ne font pas partie justement de ces langues régionales. Mais, si, mais je vous détrompe, excusez-moi. Elles font tout à fait partie. Nous les dénombrons parmi les 75 langues de France. D'accord. Donc, et 6 d'entre elles sont des langues amérindiennes. D'accord. Donc, en ce sens-là, d'accord, très bien. En ce sens-là, donc, les perspectives pourraient être intéressantes dans la mesure où on est en train de parler d'une politique à long terme, d'une politique constructive, etc., quoi. La deuxième chose, c'est concernant les savoirs traditionnels liés à l'environnement. Donc, en Guyane, nous avons une absence de cadre législatif, par exemple, concernant les connaissances traditionnelles qui sont traitées par la Convention sur la diversité biologique. L'application du protocole de Nagoya, ici, on n'a pas de législation, il n'y a pas de législation française applicable en Guyane dans ce domaine-là. Or, il est urgent que l'article 33 ou 34 de la LUM, qui reconnaît que les savoirs traditionnels sont reconnus par la France, mais ça fait plus de 15 ans, il n'y a pas de décret d'application. Voilà ce genre de questions donc, qui nous préoccupent. Et d'autre part, donc, nous disons que l'application du protocole de Nagoya, justement, sur les savoirs traditionnels et tout ça, ne doivent pas être interprétés chacun d'une manière erronée. Il faut donc en convenir avec les conventions internationales, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Nous en prenons bonne note. Je ne suis pas sûr que nous ayons ici la compétence pour modifier des conventions internationales ou même pour préconiser leur modification ou leur ratification ou que sais-je. C'est un exercice de nature un petit peu différente, mais nous prenons bonne note évidemment de votre suggestion. Pour ma part, je vois dans cette première thématique un point qui m'a paru relativement important, qui pourrait figurer dans la synthèse que présentera monsieur Jude. C'est la mise en place de dispositifs de médiation linguistique. Comme il en existe déjà dans le système éducatif, je pense aux intervenants en langue maternelle, mais on a représenté à juste titre que la question se posait aussi pour la santé, pour la justice, pour les services publics, et qu'il y avait donc des dispositifs de médiation linguistique à mettre en place.
nous verrons peut-être tout à l'heure que les technologies nouvelles peuvent nous aider à les mettre en place. Hein, mais je crois que c'est un point important qui est ressorti et je me permets de le rappeler ici. Alors, encore une question, puis on va passer à la thématique suivante. Deux questions. S'il vous plaît. Oui, Monique Bléral, donc, maître de conférence en langue et culture régionale, mais aussi membre du Conseil national des universités. Alors, rapidement, donc, au Conseil national des universités, on recrute les enseignants-chercheurs, donc maître de conférence et professeurs. Et là, donc, dans cette section, la section 73 du CNU, qui s'intéresse aux langues et cultures régionales, nous avons souvent un problème, lorsque des candidats présentent leur dossier portant sur les langues amérindiennes, les langues noires-marrons ou d'autres langues régionales de France, nous sommes embêtés parce que nous ne savons où les placer et nous ne pouvons statuer là-dessus. Donc, je ne sais pas, y a-t-il quelque chose, peut-on faire quelque chose par rapport à ce problème? Xavier Nord, s'il vous plaît. Je vous en prie. Juste pour compléter. Allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure, en répondant au collègue Thérèse, que les langues amérindiennes de Guyane et certainement Bushinengue font partie des langues de France. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais apparemment, ces mêmes langues-là n'ont pas les mêmes statuts que le créole guyanais, qui est une langue régionale et qui bénéficie de fait d'un subventionnement spécial, d'une prise en compte spéciale, et même au niveau des examens. Donc pourquoi, qu'est-ce qui explique concrètement, parce que les langues chez nous sont des objets concrets, oui, jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qui explique concrètement que ces langues-là qui sont en nombre et qui balisent la Guyane ne sont pas prises en compte dans nos administrations de manière correcte et respectable? Je crois qu'il faut les interroger à ce sujet, en effet. Interroger les collectivités territoriales peut-être dans leur interprétation de ces langues telles qu'elles sont parlées sur ce territoire, en Guyane. Mais à nos yeux, moi je vous confirme de la manière la plus nette que dans le dénombrement qui a été fait des langues de France en 1999, donc dans les 75 langues qui ont été dénombrées, le créole guyanais figure aux côtés des langues amérindiennes et de 4 langues bushinengue, sauf erreur de ma part. Hein, c'est l'interprétation qu'au ministère de la Culture et de la Communication, et pas seulement au ministère de la Culture et de la Communication, puisqu'à l'époque, ce dénombrement... S'il vous plaît, Manuel de Lima, oui, mais vous me permettez de terminer mon propos? C'est juste... Bon, d'accord. Merci beaucoup. Parce que si chacun interrompt tout un chacun, nous n'arriverons pas au bout de cette séance. Hein. C'est donc l'interprétation que nous faisons de la question. Hein. Je vous passe la parole, et on la donnera à Monsieur de Saint-Martin et à vous-même. Allez, chacun à son tour. Monsieur. Oui, Manuel de Lima, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, chargé des langues, des relations internationales et de la coopération. Je confirme qu'en fait, en Guyane, la seule langue régionale que l'on peut prendre à un examen, à un concours, en quoi que ce soit, c'est le créole guyanais. Toutes les autres ne sont pas reconnues par le gouvernement français. Non, je m'excuse, on ne peut pas dire ça. Non, attendez. Non. Je m'excuse. Ça c'est l'interprétation que fait le ministère de l'Éducation nationale du sujet. Oui, mais au niveau du concours, lorsqu'il y a recrutement, ces langues ne sont pas prises en compte. Attendez. Il faut que la parole soit distribuée également. Absolument. Absolument, mais chacun à son tour. Allez, monsieur, qui l'avait demandé, puis ensuite monsieur de Saint-Martin. Et puis Sofiane Deyé voulait dire quelque chose. Bonsoir. Phil Labonté, donc amérindien Palicourt, donc guyanais. Juste un exemple, puisque j'entends dire que les langues régionales sont reconnues en tant que langue parmi la langue française, par l'État français en tout cas. Juste un exemple, hein. J'ai ma grande-tante qui a 83 ans, d'accord, qui n'a jamais été à l'école et qui a toujours parlé en palicourt, qui s'est adressé en palicourt, qui s'adresse en palicourt à tout le monde ou en créole. Elle n'a jamais su parler français. Et un jour, on a déposé, puisque les anciens d'autrefois n'allaient pas automatiquement dans les mairies pour déclarer leur enfant, la naissance d'un enfant. Donc, nous, on présente un dossier à la préfecture, donc de naturalisation, de déclaration de nationalité.
et on refuse son dossier tout simplement parce qu'elle ne parle pas français. Donc je ne comprends pas, puisqu'elle elle s'exprime très bien en palicourt, elle s'exprime très bien en créole. Donc parce qu'elle ne parle pas français, on a refusé son dossier. Jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a 85 ans, elle n'a toujours pas la nationalité française. Donc elle est apatride pratiquement, donc ni reconnue nulle part, dans son pays en tout cas. Voilà. Juste un exemple comme ça. Non, mais il est très parlant, et merci de l'avoir donné. Monsieur de Saint-Martin, et puis monsieur... Merci, Louis Missington Saint-Martin. Voilà, justement, c'est ici que je viens d'apprendre que la Constitution reconnaît l'existence de différentes langues. Mais la question que je me pose, étant donné qu'aujourd'hui Saint-Martin n'est plus commune du département de la Guadeloupe, mais collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Donc il faut que vous sachiez dans ce sens, c'est que nous avons aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, notre langue, notre saint-martinois, notre langue anglaise. Donc la question que je vous pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui cette langue sera reconnue dans la Constitution française au même titre que les autres langues régionales? De quelle langue? C'est très important. Ben, c'est l'anglais saint-martinois, un autre anglais à nous, que nous parlons tous les jours. Et justement, à travers les différents ateliers, il a été question aussi de mettre en place, mettre en vigueur, mettre en valeur justement au niveau des différentes institutions de l'État à Saint-Martin, justement d'une manière générale. Il faut que les institutions accompagnent justement une politique linguistique régionale. Donc je me demande et je m'interroge sur justement la place que les institutions en place à Saint-Martin vont accorder justement à la mise en œuvre. Parce que nous travaillons dans le sens pour aller vers justement un enseignement bilingue pour Saint-Martin. Voilà un peu notre réalité. Donc est-ce que justement les institutions prendront en compte ce qui est dit aujourd'hui, qu'il faut aussi aider cette mise en valeur des langues régionales? Alors je confesse à ma grande honte que j'ignore les caractéristiques du statut constitutionnel. Et justement, c'est pour ça que je suis venu. Bon. Et je profite pour dire que d'une manière officielle, Saint-Martin n'a pas été invité aux États généraux ici à Cayenne. J'ai appris l'information et je me suis dit qu'il faut que je fasse l'effort pour être présent, parce qu'il faut aussi qu'on parle également de Saint-Martin, qui n'est plus commune, mais Monsieur, nous collectivité outre-mer. Très heureux de vous accueillir dans ces États généraux. Je suis tenté de vous renvoyer la question. Est-ce que la Constitution de la République s'applique à Saint-Martin? Mais bien sûr. Alors, c'est ce que je vous ai bien précisé. Collectivité outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution rénovée en février. Voilà une réponse parfaitement nette. Si la Constitution de la République s'applique à Saint-Martin, l'article 75.1 de la Constitution de la République s'applique à ce territoire. Monsieur Deillet. Alors, je pourrais parler plusieurs langues, hein, sarmaka, créole, parce que nous avons bonqué ça. Mais juste pour vous dire que, attendez, on ne nous la fait pas. Hein, on nous la fait pas. Il y a un inspecteur académique qui est là, chargé de la politique des langues. On connaît son travail en Guyane et dans la région. On est ici en état généraux, c'est pas pour se dire les jolis mots en français. Par contre, profitant de l'ouverture de la petite oreille du ministère ou des ministères, qui ne veulent pas toujours fonctionner ensemble ou qui ont des difficultés, ça c'est leur affaire. Ça se passe mieux que vous ne le pensez. Voilà. Pour leur dire, et pas leur chuchoter, mais leur dire en bon français ce que nous, on a besoin et comment nous vivons notre multilinguisme. On est bien d'accord. Concernant le statut des langues, on le vit ici. C'est une réalité. Hein? Et donc, il faut trouver les artefacts, la possibilité, au-delà du statut pour Saint-Martin ou de la Guyane, le 73 ou autre, au-delà de ça, il y a des hommes. On est bien d'accord? Il y a des hommes qui, si aujourd'hui le ministre, ce soir, nous annonce des choses qui vont dans le sens de la contribution de toutes ces petites langues dans le système, pour huiler le système de la République, qui bloque, qui grince, qui est peut-être fait par moment, mais qui grince quand même, eh bien on est d'accord. C'est ce qu'on a besoin. Ce sont des langues rares, on est bien d'accord? Des langues rares représentées encore de nos jours par des individus qui sont authentiques et qui essaient de perpétuer leur langue. Ça se respecte, ça, dans la République. Même si le jacobinisme, etc., veut que la langue française soit à sa place, on est bien d'accord. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que l'administrateur ou le ministre doit nous dire que non, on ne doit pas prendre en compte nos langues
dans le système républicain. Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. Monsieur Deillet, est-ce qu'on est bien d'accord? Vous prenez la parole une fois, 2 fois, mais je crois qu'il faut qu'on la distribue à tout un chacun. Hein? Alors, qui voulait la prendre? Il y a une toute dernière. Moi, j'ai essayé depuis tout à l'heure, juste sur un point de précision. Allez-y, puis on passe à la deuxième thématique. Ce qui a été dit par plusieurs personnes, et notamment juste à l'instant, c'est une question de ministère. C'est qu'effectivement, le ministère de la Culture reconnaît un certain nombre de langues de France, mais le Code de l'éducation ne les reconnaît pas toutes. Et le problème, il est là, en fait. Et que les langues amérindiennes, les langues bushinengue et le Monk ne sont pas reconnues dans le Code de l'éducation, ce qui empêche la mise en place d'un certain nombre d'enseignements et qui oblige à mettre en place des dispositifs qui ne peuvent pas être, enfin, qui risquent d'être, de disparaître, faute de reconnaissance. Et ça, c'est un problème. Ils ont raison d'insister là-dessus. Merci pour cette précision. Merci pour cette précision. Alors voilà, on va passer à la deuxième thématique sur l'équipement des langues, de l'oral à l'écrit, description et outillage linguistique. Et je demande donc à Marie-France Pat, à Ernest Marchal et à Claire Moïse Faury de bien vouloir nous rejoindre. Marie-France Pat. Oui, bonjour. Alors moi, je pense que je vais me borner, puisqu'il n'y a que 3 minutes pour ce compte-rendu de l'atelier qui s'appelait donc la graphie des langues, le passage du parler à l'écrit. Je vais me contenter de lire un résumé finalement des recommandations. On verra que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais peut-être que c'est pas mal de répéter certaines choses. Donc, la toute première recommandation serait de reconnaître le droit de tout enfant ou adulte à apprendre à lire et à écrire dans sa langue d'origine. Et pour cela, offrir un cadre institutionnel à cet apprentissage. Les initiatives sur la base du volontariat ont souvent une durée de vie limitée, car elles épuisent la bonne volonté de leurs initiateurs. Troisième recommandation, favoriser le développement d'une documentation en langue. Ces écrits peuvent et doivent être de différents types et formats, adaptés à des publics différents. Ne pas négliger l'intérêt des publications légères, qui peuvent être fabriquées à moindre coût pour un public éventuellement restreint et pour une occasion particulière. Autre recommandation, prendre en compte dans l'établissement d'une orthographe le fait que les canaux sensoriels sollicités à l'écrit sont différents de ceux qui sont mis à contribution à l'oral. La bouche et l'oreille sont les organes de l'oral, alors que c'est l'œil qui guide la lecture. Il peut donc y avoir débat lorsqu'il s'agit d'écrire ce qui a été entendu, jusqu'où une écriture peut et doit être phonétique. Créer des académies de la langue, autre point, créer des académies de la langue ou soutenir celles qui existent déjà pour que soient discutées les règles d'orthographe qu'il convient d'adopter collégialement. Et ça concerne beaucoup, enfin ça concerne je pense toutes les langues, mais ça a été vraiment très mis en avant en ce qui concerne les créoles parlées ici en Guyane. Des études particulières menées par des psycholinguistes tentent à prouver que l'apprentissage parallèle dans 2 langues, la langue d'origine des enfants et le français, est non seulement favorable au développement harmonieux de la personnalité de l'enfant, mais aussi à l'apprentissage du français. Ensuite, veiller à mettre en place des dispositifs adaptés pour des publics différents. Les enfants seront d'autant... Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui a été déjà dit plusieurs fois. Les enfants seront d'autant plus performants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de leur langue d'origine que leurs parents seront convaincus que, loin de nuire à leurs résultats en français, la pratique de la lecture et de l'écriture de leur langue d'origine en milieu scolaire les rend plus aptes à l'acquisition des connaissances en français et est donc apte à leur assurer l'ascension sociale à laquelle les parents aspirent pour leurs enfants. Et ensuite, dernière, mais en fait la première mesure à mettre en place, c'est sans doute la création d'une instance officielle chargée de vérifier l'application effective des textes juridiques déjà existants sur les droits de tout locuteur à apprendre à lire et écrire dans sa langue d'origine.
Voilà, j'espère que j'ai à peu près résumé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous-même, monsieur. Bien. Alors, j'ai eu animé l'atelier, la production d'outils didactiques en langue maternelle. Je vais donc restituer l'essentiel de ce qui a été dit. Il nous a semblé important avant tout de mettre en place des politiques linguistiques qui fixent clairement les orientations en matière de linguistique. De ceci, donc, découlera la production d'outils. C'est nécessaire. En deuxième point, il nous a paru important également de développer la production d'outils didactiques en langue maternelle dans tous les domaines. Ne pas se focaliser uniquement dans le domaine de l'éducation, mais également penser à la santé, au droit, et en fait à tout ce qui est lié aux actes de la vie quotidienne. Ces outils devront prendre en compte l'oralité. Ça a été évoqué ça et là. Certains individus ne sont pas encore entrés dans l'écrit, et donc il faut absolument prendre en compte ces individus qui sont dans l'oralité et produire des outils qui sont donc de l'ordre de l'audio plus que du visuel. Ensuite, il nous a paru important, ça a été dit là, mais je le redis, nous sommes allés un peu plus loin, me semble-t-il, qu'il faut organiser la coexistence du français et des langues maternelles sur un même territoire. L'enseignement des langues maternelles en gestion coordonnée avec le français doit faciliter les apprentissages dans tous les domaines, mathématiques et sciences inclus. En termes d'outils didactiques, il nous a paru important de créer un portail Internet pour que les langues d'outre-mer soient présentes et tous les outils didactiques soient mis à la disposition de tous. Chacun pourrait venir donc télécharger et puiser ce qui apparaît ou ce qui est proposé. Voilà. Dernière chose également, en termes d'outils, il nous a paru important d'utiliser les médias comme outils didactiques en langue maternelle. Voilà. Merci beaucoup. Claire Moïse-Faury. Partageons le même ordinateur. Troisième pan qui complète les deux premiers ateliers. Notre atelier concernait le rôle de la description linguistique, en particulier l'élaboration de grammaires et de dictionnaires. Nous avons rappelé les objectifs de cette description linguistique, qui est de mettre en valeur la richesse et la spécificité, tant lexicale que grammaticale, des langues d'origine, des langues régionales. La grammatisation est une nécessité pour la reconnaissance de la langue, sa sauvegarde et sa transmission dans un cadre éducatif. Concernant les dictionnaires, nous avons eu une longue discussion sur les différents types de dictionnaires, certains étant partisans de dictionnaires monolingues pour mettre réellement en valeur la langue en tant que telle, et aussi lorsque la maîtrise du français n'était pas suffisante pour rendre compte de la richesse sémantique de la langue. D'autres étaient plutôt partisans de dictionnaires bilingues qui permettent l'échange, mais dans les deux cas, on s'est mis d'accord pour prendre en compte à la fois l'aspect spatial, en incluant toutes les variantes régionales, et en même temps l'aspect temporel, en incluant les termes anciens, le parler des jeunes et les néologismes, que ce soit des emprunts ou de la création lexicale. Concernant l'aspect grammatical, nous penchons outre le matériel, les documents, les outils pédagogiques évoqués par Ernest, outre la nécessité de grammaire de référence, de grammaire fondamentale, nous avons pensé que l'élaboration de bigrammaires mettant sur un pied d'égalité le français et chaque langue régionale, avec la mise en évidence à la fois des ressemblances et des différences les plus marquantes entre les deux langues, était un outil à la fois de reconnaissance et une aide certaine pour les enseignants, à la fois les enseignants de français et les enseignants des langues régionales. Nous avons aussi pensé que la mise en place d'une instance collective aidant à des prises de décision consensuelles et à leur application était nécessaire
dans le domaine de la graphie, bien sûr, dans le domaine du choix de la terminologie, afin que que toutes les discussions sans fin sur le choix d'une orthographe plutôt qu'une autre, sur le choix d'un terme plutôt qu'un autre, soient résolues par une instance nous forçant à l'adoption d'un consensus. Et puis on a aussi souligné qu'il fallait continuer à aider à la documentation des langues, des petites langues qui restent insuffisamment décrites et qui n'ont ni dictionnaire ni grammaire à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la parole à la salle. Madame. Marie-Josée Hubert de Lille, La Réunion. Je me présente inspecteur, formateur en français langue maternelle, langue seconde, langue étrangère, engagé dans une recherche didactique du français en milieu créolophone. J'ai donc participé au premier atelier résumé par Madame Pat, et je ne retrouve pas dans ses conclusions définitives ce qui a été le débat. Elles ne sont pas définitives. Oui, lors de cet atelier. La question a été posée, évidemment, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne me pose pas du tout en opposition avec le fait qu'il faille aussi aborder l'écrit après avoir enseigné l'oral d'une langue régionale, quand les enfants sont jeunes. Mais entre 3 et 8 ans dans le système français, la gestion simultanée du français et du créole, à mes yeux de pédagogue, va poser des questions de lecture dans un code qui est tout à fait visuel, c'est comme l'orthographe de la même façon, dans 2 codes différents. Alors, on s'était posé la question, est-ce que nous avons des arguments pouvant nous amener à conclure que oui, c'est bon pour les jeunes enfants? Nous avons dit que peut-être il faudrait une recherche, une étude pour voir si on fait cette gestion simultanée du français et du créole et on voit ce qui se passe, ou bien on décide que ce soit tout à fait en créole jusqu'à 8 ans et qu'on commence la lecture en français après, mais la question n'est pas résolue. Les chercheurs qui étaient dans cet atelier disaient que leur conclusion était favorable, mais pas pour le créole. C'était pour d'autres langues en contact, mais pas forcément pour français-créole. Alors, je vais juste répondre un tout petit peu. Sans nécessairement refaire l'atelier. Non. C'est un des risques de l'exercice, parce que nous en sommes à l'étape des recommandations. Je ne suis pas sûr d'avoir perçu quelle était votre recommandation précisément. Si. Ma recommandation, c'est de dire qu'on ne peut pas encore conclure, comme l'a fait Madame Pat, pour dire oui, c'est bon pour les enfants et qu'ils sont mieux en français après. Alors, ma conclusion, c'est de dire qu'il faut... pas votre conclusion, votre préconisation. Ma préconisation, c'est peut-être qu'il faut voir. Voilà. Alors, je peux peut-être répondre. Je dis... Bon, alors, tout simplement, je ne l'ai pas dit, mais c'est un relevé provisoire. Et puis, c'est tout à fait résumé. Et effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, entre autres sur la question que vous abordez. Mais n'empêche que mon texte écrit ne dit pas vraiment que oui, c'est bon. J'ai dit des études particulières menées par des psycholinguistes tentent de t'approuver. Alors effectivement, ça tend à prouver, mais il reste peut-être encore à le prouver complètement, j'en sais rien. Je ne suis absolument pas spécialiste, je ne suis pas une psycholinguiste. Je peux peut-être y répondre. Je peux peut-être y répondre. Personnellement, quand j'ai parlé des études dans cet atelier, j'ai bien dit que je n'avais pas encore étudié le créole, mais il y a peut-être une exception créole. Mais en tout cas, toute la recherche internationale montre qu'il n'y a aucun problème pour rentrer dans l'écrit dans les 2 langues. Et que donc voilà, c'est juste ce qui a été dit dans l'atelier, c'est qu'on n'a pas encore de recul pour le créole, mais en tout cas pour toutes les autres langues du monde, dans les recherches internationales qui ont été montrées, il a été bien montré que l'enfant est tout à fait équipé pour rentrer dans les langues, dans plusieurs langues, et notamment dans l'écrit. Et il a été montré aussi que comme dans la plupart des langues, notamment océaniennes, etc., les langues sont
avec une orthographe transparente, c'est même un effet facilitateur pour rentrer dans une langue aussi irrégulière et opaque qu'est le français. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette thématique? Monsieur. Oui, donc je serai très court. C'est juste pour faire part de l'urgence de la situation en ce qui concerne cette question de la graphie du créole. Puisque si rien n'est fait très rapidement, c'est vraiment très urgent, parce que les opérateurs économiques s'emparent du créole écrit. Et si demain, un opérateur téléphonique décide d'envoyer un texto pour nous informer que nous la gagnons un message, sa graphie passera outre les recommandations linguistiques, psycholinguistiques, psychocognitives, cognitives. Et voilà. Donc c'est extrêmement urgent parce que ça se développe énormément dans le milieu de la publicité et de manière totalement sauvage. C'est noté. Allez, une dernière intervention là-dessus, et puis on va passer à la troisième thématique qui est assez lourde. Mais non. Juste un élément complémentaire par rapport à cette question de la graphie, parce qu'elle se pose également à Mayotte lorsqu'il s'agit d'une concurrence entre plusieurs formes endogènes de graphie. Quelle est l'institution, quel est l'organisme justement qui peut légitimer telle ou telle autre graphie? Oui, mais je crois que l'un des modérateurs a évoqué très nettement la mise en place d'instances de validation. Absolument. Donc la question est traitée. Oui. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce thème, on va passer à la troisième thématique, la thématique de la transmission, en remerciant beaucoup nos trois modérateurs. Et j'appelle donc Véronique Filleul. Les rapporteurs, parce qu'on a travaillé avec les rapporteurs. En fait. Absolument. Sylvie Wharton et Florence Foury à nous rejoindre. Alors Véronique Filleul, multilinguisme, éveil à la diversité et intercompréhension. Oui, alors, donc on est parti sur la définition de multilinguisme, éveil aux langues, intercompréhension. Bon, Sophie, tout à l'heure, dans sa présentation, en fait, a fait mon travail de synthèse, dans ce sens où on est parti du constat que le multilinguisme de l'outre-mer était assez largement ignoré, que le plurilinguisme des élèves était aussi insuffisamment valorisé, on va dire, pour ne pas dire ignoré par l'école, donc de tradition monolingue. Personnellement, j'avais souligné le paradoxe qu'il y a de l'école en outre-mer, ou de l'école française aussi en général, à vouloir faire des élèves plurilingues, en fait, en ignorant leur plurilinguisme de départ. Donc, une idée forte de l'atelier, qui a été énoncée en début et en fin, était de dire qu'au-delà de la diversité des contextes sociolinguistiques très divers, ou des micro-contextes, milieu urbain, milieu tribal avec beaucoup de guillemets, etc., il y avait la nécessité vraiment très, très, très importante de prendre en compte les pratiques langagières des élèves, les pratiques plurilingues des élèves. Ensuite, donc, la question de l'éveil aux langues et de l'intercompréhension, elle rentre en fait dans une réflexion, on va dire, plus large de ce qu'on appelle en didactique les approches plurielles. Et une idée qui est ressortie, c'était de dire que les approches plurielles ne sont pas du tout en concurrence avec l'enseignement des langues. Dites, alors je mets des guillemets partout, maternelle, locale, d'origine, puisque effectivement il y a un problème de dénomination des langues en question. Donc l'intérêt de ces approches plurielles, c'est justement peut-être de valoriser la diversité linguistique et de permettre petit à petit à l'intérieur de l'école de modifier les représentations linguistiques qui sont souvent assez négatives sur ces langues.
Ensuite, comme autre idée forte de l'atelier, ça a été la question des outils. Donc là, on rejoint la synthèse d'Ernest. La question des outils, qui est une question essentielle. Il a été dit que ce n'est pas aux enseignants de créer les outils. Et donc, il faudrait qu'il y ait, que l'institution prenne le relais avec des groupes mixtes, enseignants, enseignants-chercheurs expérimentés, conseillers pédagogiques, etc., pour qui seraient payés, si j'ose dire, à plein temps, pour travailler sur la création d'outils, de façon à ce qu'il y ait création de mallettes, de valises à destination des enseignants, qu'ils pourraient utiliser en fonction, toujours, des micro-contextes dans lesquels ils sont amenés à travailler. Autre idée forte, la question de la formation, bien évidemment, des enseignants. Donc comment former à ces approches plurielles ou plus généralement à la didactique du plurilinguisme. Voilà, donc toutes ces approches sont une manière de valoriser toutes les langues. Bon, on a conclu, l'atelier était très intéressant, très convivial. On a conclu sur une note utopiste et humoristique en disant qu'en fait, il faudrait vraiment réformer l'école et que les approches plurielles pouvaient être un outil pour réformer l'école. Merci beaucoup. Je vois que les participants à l'atelier confirment votre propos. Alors, Sylvie Wharton. Non, on fait les trois dans la foulée et puis ensuite on prendra les questions et les remarques. Alors, au terme d'un atelier fourni et bien vivant, voire animé, nous sommes donc parvenus à un certain nombre de conclusions que j'ai organisées en 3 rubriques. Qui, bien entendu, compte tenu du titre de l'atelier qui était, je le rappelle, l'enseignement des langues d'origine en lien avec le français dans une perspective plurilingue. Donc, cet atelier, comme son titre l'indique, concerne en grande partie aussi, je dirais, l'éducation nationale. Donc ces trois axes concernent un plan didactique tout d'abord, un plan pédagogique ensuite et enfin un plan sociolinguistique. Donc sur le plan didactique, transition, passerelle, passage, décloisonnement, parallèle sont des termes qui ont été utilisés dans l'atelier pour évoquer la question du lien qui nous était suggéré dans le titre, du lien entre les différents enseignements linguistiques. Et diverses traductions didactiques ont été évoquées, comme le recours à des ILM, les intervenants langue maternelle, mais aussi des approches comparées, voire des approches plurielles. Sur le plan pédagogique, donc implication pédagogique de ces principes didactiques, c'est l'appel à ce que des manuels bilingues, plurilingues soient élaborés, y compris dans des DNL, c'est-à-dire des disciplines non linguistiques. On a évoqué le cas des mathématiques, par exemple, mais aussi d'autres disciplines. L'autre grand champ de réflexion qui a occupé l'atelier dans ce volet pédagogique, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il a été demandé que la question de l'évaluation des évaluations nationales notamment, puissent prendre en compte les biographies langagières des élèves qui sont parfois évalués dans des champs disciplinaires comme les mathématiques, dans une langue qui ne leur est pas tout à fait familière, et ce qui biaise bien entendu les évaluations. Et puis, troisième et dernier plan, donc le plan sociolinguistique qui concerne plus particulièrement le champ des politiques linguistiques. Politique linguistique dont il a été question en termes de sensibilisation, d'information, de formation, formation des enseignants, mais également des cadres éducatifs, c'est-à-dire notamment des corps d'inspecteurs, etc., de manière à ce que des dispositifs qui existent déjà, peut-être légalement, je dirais, puissent être à la fois connus, mais aussi valorisés
par l'institution elle-même, par des directions. On a évoqué par exemple la demande d'une circulaire qui pourrait être diffusée dans les différentes circonscriptions, circulaire qui rappellerait ou qui sensibiliserait les circonscriptions et les cadres éducatifs dans les circonscriptions au plurilinguisme et aux dispositifs qui existent déjà pour promouvoir et pour prendre en compte justement ces langues d'origine et les enseigner. Et puis enfin, une demande a été faite également concernant la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Voilà. Merci. Florence Fourie, est-ce que c'est à vous, Madame, que l'on doit la très belle exposition que les participants aux États généraux ont pu voir hier soir? Oui. Alors très franchement, ça mérite des applaudissements. Merci. Un grand merci pour cette initiative. Merci. À vous. Alors, pour notre atelier, on a eu d'abord je vais vous faire 3 constats, je crois, et 5 préconisations. Donc, premièrement, on a eu un peu un problème avec notre intitulé, qui était la prise en compte des langues d'origine dans l'acquisition des compétences linguistiques hors du système scolaire, qu'on a proposé de reformuler comme suit: place et prise en compte des langues parlées par les personnes, adultes, jeunes ou enfants, dans le cadre des formations ou activités liées à l'apprentissage du français, ou bien ou de l'écrit, hors du système scolaire, pour être plus clair. Ça vous paraît pas plus clair? Aïe, messieurs. Alors, parce que, je vais continuer, mais pourquoi? Parce que l'acquisition de l'incompétence linguistique, on pense qu'en fait, les personnes à qui on s'adresse, soit en formation, soit en animation, elles en ont des compétences linguistiques. Donc on pensait que c'était plutôt les compétences linguistiques nouvelles, donc l'apprentissage du français. Un premier constat, donc souvent quand on aborde cette question, on l'aborde d'une manière un peu utilitariste, en se posant la question comment utiliser les langues parlées par les participants réunis au sein d'une formation ou d'une animation pour faciliter l'apprentissage du français. Et là, on voulait un peu sortir de cette idée-là, parce qu'on pense que c'était nécessaire de dépasser cette approche pour pouvoir, en fait, cette approche qui instaure de fait une hiérarchie entre les langues en instrumentalisant certaines au service de l'apprentissage d'une autre, et qu'il fallait réfléchir plutôt sur des solutions qui donnaient un réel droit de cité à la diversité linguistique et culturelle et aux langues maternelles dans toutes ces activités. Ensuite, on a évidemment constaté que les contextes linguistiques, l'histoire, le rapport entre les différentes langues diffèrent beaucoup selon nos lieux de vie, mais il y avait vraiment 2 préoccupations qui étaient partagées. Premièrement, la sauvegarde des langues en danger, tant en Guyane, un interlocuteur l'a dit tout à l'heure, dont plusieurs langues sont signalées sur l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO, qu'à Mayotte, où actuellement les 2 langues, le chibuchi et le shimaoré, sont soumis à une pression très forte du français. Et puis une deuxième préoccupation, c'est la diffusion des langues à l'écrit, qui est une demande portée par les locuteurs eux-mêmes afin de pouvoir développer, donner une lisibilité à leur langue, à leur culture, etc. Troisième constat, on a constaté qu'on avait en fait 2 contextes de travail pour les formateurs ou les animateurs. Un contexte dans lequel les participants partagent une même langue et ont pour un objectif soit de passer à l'écrit dans cette langue, soit d'apprendre le français. Mais on a aussi un contexte dans lequel les groupes en formation, le groupe de formation est multilingue et où les participants de ce groupe multilingue sont eux-mêmes plurilingues. Et du coup, les compétences qui sont mobilisées par les formateurs et les animateurs dans ces deux situations diffèrent tant dans la gestion du groupe, dans les connaissances des langues qu'ils doivent mobiliser et dans les techniques pédagogiques qu'ils utilisent. Donc préconisation, première préconisation, ça serait de se lancer sans attendre plus dans des activités d'apprentissage des langues d'origine, tant à l'oral qu'à l'écrit, excusez-moi,
parce que il y a déjà des expériences qui sont faites et des projets qui sont en cours, et il est vraiment nécessaire que cette proposition existe, soit offerte, pour que les locuteurs, mais il a été vraiment signalé que c'était dans une optique d'ouverture, donc plus largement les personnes intéressées puissent déjà mener un apprentissage linguistique, mais aussi culturel. Là, on avait l'exemple du projet de l'école Wayana qui était porté par des personnes qui ont participé à l'atelier. Ensuite, deuxième préconisation, il semblait vraiment important, je pense que là je rejoins les collègues, de faire un vrai travail d'information auprès d'un large public sur la diversité linguistique et culturelle du monde, pour arriver à une reconnaissance de cette diversité linguistique, de pouvoir discuter des statuts des langues, afin de rétablir aussi les personnes, les locuteurs dans leurs compétences et d'amorcer l'apprentissage d'une langue sans exclure les autres langues, en particulier quand il s'agit du français. Et donc ça sous-entend de promouvoir, particulièrement dans les situations formelles de formation, un travail pédagogique du type éveil aux langues que vous a présenté Sophie tout à l'heure. Ce travail-là d'information, de sensibilisation doit aussi contribuer à la sauvegarde des langues en danger en attirant l'attention des locuteurs sur la richesse de leur langue pour qu'ils puissent eux-mêmes se mobiliser pour la préserver. Enfin, troisième préconisation, travailler à une production de matériel, du livre, des écrits divers, de la vidéo, de l'audio, de l'Internet, qui, au-delà en fait d'un travail qui existe déjà d'enregistrement en vue de conservation, soit vraiment une production créative. Parce qu'il est nécessaire que les langues deviennent attractives pour les jeunes et que les jeunes aient envie de les utiliser, de les apprendre, etc. Et aussi d'autres gens, pas seulement les jeunes, hein, peut-être les vieux aussi. Ensuite, sensibiliser les décideurs, quatrième préconisation, afin qu'il y ait des espaces qui soient ouverts pour mener ces travaux. Notamment, il a été souligné d'essayer de vraiment travailler avec les collectivités locales, et là a été évoquée l'initiative du Conseil général de Mayotte qui a créé une direction des langues régionales pour travailler d'ores et déjà sur le Shimaoré et Shibushi, mais aussi voir ce qu'on peut faire avec les services de l'État. On voit que nos directions aux affaires culturelles dans nos divers départements sont assez ouvertes, mais en ce qui concerne notamment tout le pan de formation en français, lutte contre l'illettrisme, il serait vraiment nécessaire d'ouvrir un débat avec les ministères qui gèrent ces dispositifs-là, délégation générale à la formation professionnelle et ministère de l'intégration, pour les nommer, parce qu'actuellement, les objectifs, les programmes se referment de plus en plus sur des objectifs d'apprentissage fonctionnel du français dans une optique assez monolingue, pour être soft. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des interventions complémentaires? Madame, et puis Lambert Félix Fouillon. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié la recommandation d'un des participants qui était de dire qu'il fallait effectivement, du coup, pour mettre tout ça en place, favoriser la formation d'animateurs et de formateurs. Voilà. Madame. Oui, merci. Marianne Sanker, je suis médecin à l'Agence régionale de santé de Guyane. Je n'ai pas du tout participé aux ateliers de cette session-là, mais ma question s'adresse à la première personne qui a fait le résumé. Je ne sais pas votre nom, excusez-moi. Sous la forme d'une recommandation, peut-être? Non, sous la forme d'une observation. Vous avez renvoyé dans votre résumé, vous avez renvoyé à l'atelier sur les outils dont nous avait fait la restitution Ernest. Et donc, dans ce renvoi que vous avez fait, vous avez parlé essentiellement des outils dans le cadre de l'éducation nationale. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour qu'on ne réduise pas l'atelier qui a été mené par Ernest, donc il a déjà fait la restitution, à notre propos sur seulement l'éducation nationale. Ce serait vraiment réduire tout le travail qui avait été fait dans cet atelier.
Et donc, notre propos, et je me permets d'insister, était que les outils, évidemment, qui s'intéressent à la vie dans l'éducation nationale, mais pour nous, il était aussi essentiel que nous disposions des outils dans la vraie vie. La vraie vie est en dehors de l'école. La vraie vie, je veux dire, c'est la santé, l'hôpital, la poste, la préfecture, etc., etc. Et que ces outils soient dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils permettent aux populations qui parlent une autre langue que le français de pouvoir avoir un espace d'entendement avec leurs interlocuteurs, mais également à ces interlocuteurs qui connaissent une grande souffrance à ne pas comprendre le stress de l'autre ou la demande de l'autre, d'avoir des outils à leur disposition. Donc, ce que je n'ai pas compris dans votre propos, puisque vous avez renvoyé dans votre phrase, comme elle a été exposée par Ernest, je voudrais vraiment insister sur la richesse de ce qu'on avait dans cet atelier. Merci beaucoup, madame. D'accord. Il s'agit tout simplement d'un énorme malentendu. Hein. C'était juste... voilà, moi, je faisais le lien avec la question de l'importance, en fait, des outils. Enfin, c'est... je suis désolée que vous ayez interprété mon propos à l'inverse de ce que je voulais dire. Ce qui me permet quand même de préciser, effectivement, un point qui a été abordé dans l'atelier que je n'ai pas mentionné, c'était aussi dans la conclusion l'importance d'Internet, en fait, hein, aussi pour mutualiser, pour essayer de diffuser plus largement les outils. Notamment pour les langues minorées, quelquefois, il y a le problème, en fait, du coût dans la création des outils, donc quels que soient les domaines. Hein. Sophie l'a évoqué tout à l'heure dans le propos introductif de l'après-midi. Quelquefois, justement, Internet permet, voilà, de créer des outils dans une langue minorée et puis de pouvoir imprimer en nombre limité, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités. C'est vrai qu'il y a un énorme travail, je pense, à faire de mutualisation des outils, à la fois dans les différents territoires d'outre-mer, mais aussi, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, dans les différents domaines de l'éducation, de la santé, et pareil pour la formation. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, il y a des anthropologues qui font de la formation auprès du personnel, des hôpitaux, des cliniques, etc., pour pouvoir comprendre et mieux dialoguer avec la diversité des personnes. Voilà, Lambert Félix Prudent, oui, c'est une d'un mot. Hein. C'est une question. Oui. Et bref, j'ai pas bien compris. Donc justement, levons les malentendus. Est-ce que j'ai bien entendu que vous demandiez dans cet atelier que ça ne soit pas les enseignants qui fabriquent des outils pédagogiques? Je veux bien... D'accord, j'ai voulu être synthétique et du coup, je pense qu'il y a un autre malentendu sur ce point-là. Non. Allez, alors, dissipez-le. On ne peut pas, l'idée c'est qu'on ne peut pas demander aux enseignants de tout faire et à eux tout seuls de gérer dans leur classe la gestion de la diversité linguistique et de créer eux-mêmes leurs outils. Voilà. Donc l'idée c'est au contraire de les accompagner et de créer des groupes de réflexion, de recherche-action qui viseraient à construire ensemble, voilà, des outils avec les enseignants expérimentés, etc. Hein, merci. Voilà. L'idée, c'est au contraire, on ne peut pas demander aux enseignants tout seuls de créer les outils. Il faut bien évidemment qu'il y ait les moyens, l'accompagnement institutionnel, scientifique, pédagogique, financier, etc. Merci, merci. Madame. Monsieur. Oui. Concernant les peuples autochtones, donc nous sommes tous transfrontaliers. Nous sommes, par exemple, les Caliens et parlent au Venezuela, au Guyana, au Suriname, au Brésil et en Guyane française. Devant cette réalité-là, donc comment donc le ministère compte appuyer les collectivités dans le cadre de la coopération régionale? Comment donc nous, en tant qu'organisation, pouvons participer à ce genre d'échanges, justement sur les graphies, sur les expériences d'enseignement, etc. Comment donc prenez en compte dans ces états généraux cette réalité-là, quoi? Oui, je crois qu'on ne va pas refaire un point sur ce sujet. Simplement,
Je crois que ce pourrait être une recommandation. Si elle n'a pas été formulée dans les ateliers, peut-être est-il pas trop tard pour le faire. C'est la prise en compte, effectivement, des relations transfrontalières dans la promotion des langues, alors en l'occurrence des langues autochtones. Ça, je pense qu'il le faut. Hein. Chacun a bien conscience que certaines langues amérindiennes ne sont pas parlées exclusivement en Guyane, mais sont parlées aussi dans les territoires voisins. Hein. Cela donc est pris en compte donc. Eh ben, c'est vous qui le suggérez, monsieur. Non, mais comme j'ai eu du mal à parcourir les 300 km. Moi, je n'insistais pas, je ne l'ai pas entendu dans le rapport de nos modérateurs. C'est la recommandation que je fais alors. Donc, très bien. Comment prendre en compte cette réalité-là? Merci, on en prend note. Alors, deux dernières observations et très rapides, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur. Faire des outils alors pour les enseignants, c'est très bien. Mais encore faut-il que les enseignants puissent les exploiter. C'est-à-dire comment on fait lorsque les formateurs qui sont sur le terrain vous disent qu'eux, ils ne sont pas compétents dans ce domaine pour gérer les problèmes de langue maternelle. Ce qui veut dire qu'il faut former les formateurs, il faut former des enseignants, il faut mettre des intervenants. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc on peut permettre, et les textes le permettent déjà, d'habiliter des enseignants à l'enseignement des langues maternelles, mais aussi le faire aussi au secondaire pour qu'il y ait une suite. Comment on fait, par exemple, pour une maîtresse qui arrive d'un autre endroit, en classe maternelle, et qui demande à son ATSEM, justement, de traduire à chaque fois? Légalement, c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible. En tout cas, chez nous, à chaque fois, on nous le dit. Dans l'éducation nationale, c'est la maîtresse qui s'occupe du pédagogique. Ce n'est pas l'ATSEM. Ce n'est pas là? Ce n'est pas l'ATSEM, c'est-à-dire l'aide, l'assistante qui est dans la classe. Donc, il faut arrêter de mettre la responsabilité sur des gens qui n'ont pas le statut de professeur et faire les choses en sorte que ces professeurs-là soient formés correctement. Merci. Madame, et ce sera la dernière observation sur ce thème. Entre les ateliers, il y a eu des petits cafés. Et les petits cafés ont permis des rencontres. On s'est rendu compte, en discutant entre chercheurs, entre personnes, j'ai découvert l'avancée des systèmes en Polynésie et Kanak. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait la politique derrière. Je pose juste là, ça m'adresse peut-être au commissaire Daniel Maximin qui a parlé ce matin. On se rend compte qu'il y a une vraie volonté dans les territoires, par exemple polynésiens, avec qui on a beaucoup discuté, d'accompagner cet enseignement bilingue, d'accompagner les instituteurs. Et en discutant avec tous les chercheurs qui étaient au colloque de Polynésie, on s'est rendu compte qu'il y a une avancée. Alors peut-être qu'une des recommandations, c'est de tenir compte des exemples qui marchent. Merci beaucoup. Bien, on va s'arrêter là pour cette troisième thématique.